22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Avec son ami, il a sauté dans les eaux du port de Marseille pour échapper d'un bateau qui devait le reconduire en Guinée. Dans ce journal, le témoignage d'Ibrahima qui a vu son compagnon mourir sous ses yeux. La cour d'appel de Montpellier a confirmé cet après-midi la condamnation de l'ex-sergent Vizioz dans l'affaire du 3e RPIMA de Carcassonne. 16 personnes, dont 5 enfants, avaient été blessées lors d'une démonstration de tir du commando parachutiste. Fabriquer des ordinateurs haut de gamme dans le Gard, c'est possible. C'est même l'idée un peu folle de 4 jeunes qui se sont lancés dans l'aventure. Et puis, Marseille-Provence 2013, c'est terminé depuis le 31 décembre. Aujourd'hui, il a été question du bilan et des perspectives du MUSEM après cette année faste. On débute donc ce journal avec le témoignage d'Ibrahima Diallo. Ce jeune Guinéen a vu son ami mourir sous ses yeux vendredi dernier dans le port de Marseille. Les 2 hommes avaient sauté du bateau qui devait les reconduire dans leur pays. Aujourd'hui, c'est un homme meurtri qui nous a raconté son calvaire. Romain Péric. L'émotion est trop forte. Devant les journalistes, Ibrahima Diallo, ce jeune de 21 ans, témoigne. Avec son ami, ils quittent leur pays, la Guinée, en pirogue le 22 décembre dernier pour rejoindre l'Europe. Un trajet long et risqué. En mer, ils parviennent à se hisser à bord d'un porte-conteneur italien. Commence alors un voyage de 3 semaines passant par la Belgique, le Portugal et dernier espoir Marseille. À chaque fois, ils sont refoulés et remis dans le bateau. C'est les policiers qui ont venu nous prendre dans le bateau, pour nous faire descendre dans le bateau, en nous amenant vers les sièges. On appelle autrement le commissariat de la police de PAF, la police aux frontières de la France. En plus, il nous a fait signer un papier de refus d'entrée de la France. Retour à la case départ, mais à 19h, entre le feu rouge et le feu vert de la passe du port de Marseille, les 2 garçons décident de se jeter à la mer dans la nuit. Le froid et l'épuisement ont raison de Mamadou, qui coule sous ses yeux à 1 mètre à peine du rivage. L'eau était très froide. C'est à cause de cela. En même temps aussi, c'était le destin, parce que le destin est inévitable, en même temps est incontournable. C'est ça. Libéré lundi du centre de rétention du Canet à Marseille, Ibrahima est toujours sous l'autorité de la police. Aujourd'hui, le jeune Guinéen a présenté une demande d'asile. Il lui faudra vraisemblablement attendre plusieurs mois avant d'obtenir une réponse. Le chemin vers la terre rêvée n'est pas encore achevé pour lui. La cour d'appel de Montpellier a confirmé cet après-midi la condamnation de l'ex-sergent Vizioz à 2 ans de prison avec sursis. Le 29 juin 2008, le 3e RPIMA de Carcassonne avait blessé 16 personnes, dont 5 enfants, lors d'une démonstration de tir du commando parachutiste. Les magistrats ont suivi les réquisitions du parquet général concernant l'auteur des coups de feu à balles réelles et ajouté 1 500 € d'amende. Ça a mis à jour effectivement une pratique qui était une pratique illégale. La Cour a rappelé quand même qu'il y avait du laxisme au mépris des règles élémentaires de l'armée. Alors, ça ne suffit pas pour une condamnation pénale. En tout cas, la condamnation morale est extrêmement lourde pour ces officiers. La Cour d'appel aujourd'hui a rendu une décision qui est extrêmement motivée en droit et n'a pas souhaité aller, comme l'avait fait le tribunal en première instance, vers une augmentation de l'échelle des responsabilités dans ce dossier. Elle a considéré avant tout qu'il y avait dans cette affaire la faute d'un homme et que cette faute était une faute unique. Dans l'actualité également, les pompiers de l'Hérault se sont invités aux vœux du maire hier soir à Montpellier. Ils étaient une centaine réunis sur le parvis de l'hôtel de ville. Les soldats du feu qui n'ont pas pu entrer dans le bâtiment, empêchés par les CRS. Seule une délégation a été reçue par le premier adjoint au maire. Les pompiers du département sont en grève depuis plusieurs semaines pour réclamer notamment le paiement de toutes leurs heures de garde. Pour se faire entendre par les élus, ils ont donc entamé une tournée des vœux. Le sapeur-pompier aujourd'hui est un fonctionnaire territorial
qui a la même réforme des retraites que les autres fonctionnaires. Donc aujourd'hui, nous sommes payés sur une base de 1607 heures. Hein, donc ça veut dire qu'on est bien des fonctionnaires et qu'aujourd'hui, nous passons 2160 heures sur notre lieu de travail. Comme je vous le dis, oui, nous ne pouvons pas faire 35 heures par semaine, mais le volume horaire de 1607 peut être atteint sur une année. On est dans la 4e année avec notre directeur départemental, 3 mouvements sociaux. Donc on se pose la question si chaque fois qu'on doit avancer sur des dossiers, est-ce qu'on est obligé d'aller jusqu'à la confrontation, et on se rend compte qu'aujourd'hui, oui. Direction Marseille à présent et le quartier de la Joliette où un incendie a ravagé un immeuble d'habitation la semaine dernière. Un accident qui, je vous le rappelle, a causé la mort d'un ouvrier qui travaillait sur une canalisation de gaz. Les habitants qui ont vu leurs appartements complètement détruits par les flammes attendent d'être relogés. Ils logent toujours à l'hôtel en attendant. Les experts sont passés mais la procédure risque encore de traîner. Je vous propose d'écouter les réactions de 2 habitantes au micro de Daphné Desjardins et Lilia Bertonneau. Psychologiquement, c'est très très difficile, mais le souci majeur actuellement, c'est le relogement. On est au jour le jour, si on veut, pris en charge à l'hôtel Ibis, mais on ne sait pas où on va. Et il y a une autre chose aussi que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on n'a pas été pris en charge au niveau psychologique. Parce que moi, je suis très atteinte, je suis sous antidépresseur. Ma préoccupation à l'heure actuelle, c'est un toit pour mes enfants. Aujourd'hui, nous attaquons le 9e jour. Et la mairie centrale, oui, nous voudrions bien avoir un peu des nouvelles, savoir où faire le point avec eux. Je ne dis pas que le travail n'est pas fait, mais il y a urgence maintenant. La colère des habitants de la cité Félix Piat à Marseille s'est avérée payante. Le groupe Next City, maître d'œuvre du chantier qui était bloqué depuis lundi, a accepté de négocier. La préfecture a promis qu'au moins 10 habitants du quartier seraient recrutés. Le collectif des quartiers nord a donc décidé de cesser le blocage du site. Les ouvriers ont pu reprendre le travail ce matin sur le chantier des docks libres. Dans le reste de l'actualité, on en vient maintenant aux élections municipales. Le 30 mars, les électeurs vont devoir choisir leur maire. La rédaction de LCM s'est intéressée au rôle du premier édile. Qui est-il exactement? Et quelles sont ses compétences, son quotidien? Bref, à quoi sert un maire? C'est un reportage de Sidonie Caneto. Un maire, ça sert à organiser les relations dans sa ville. Celui qui, en fait, améliore sa ville, je crois. C'est un acteur important de la vie locale, quoi. Le maire, c'est l'élu le plus proche des citoyens. C'est celui qui organise la vie de la cité. Le maire bénéficie d'une double casquette. Il est à la fois un agent de l'État et un agent de la commune. C'est surtout l'autorité qui exécute, qui fait appliquer les décisions prises par le conseil municipal. Chaque fois que le conseil municipal vote une délibération, c'est le maire qui l'applique. C'est évidemment lui qui, avec l'équipe des adjoints, définit la politique de la commune. De différence entre grandes ou petites municipalités. Tout d'abord, le mode de scrutin. Dans les grandes villes telles que Paris, Lyon ou Marseille, les électeurs élisent des maires de secteur ou d'arrondissement. Deuxième différence, la préfecture de police. Elle est inexistante dans les petites communes. Se présenter à l'élection municipale, c'est se mettre au service de ses administrés. Pour être maire, et surtout dans la durée, il faut vraiment y croire. C'est presque un métier, c'est une passion, voire même un sacerdoce. Parce que si on n'a pas cette foi, je crois que sur la durée, on ne peut pas continuer à remplir la fonction. Parce que ça demande trop d'implication personnelle, trop de présence, trop de disponibilité et trop de responsabilité. Donc si on n'a pas ça chevillé au corps, ça doit être très difficile. Autre différence, dans les villes de taille modeste, le candidat au municipal est choisi plus souvent pour sa personnalité, au contraire des grandes villes où l'on vote plutôt pour un parti politique. Cependant, avec la création des intercommunalités, certaines compétences municipales sont transférées aux communautés d'agglomération. On en vient maintenant à l'actualité nationale avec la conférence de presse de François Hollande qui a été largement commentée aujourd'hui par les députés de tous bords. Ils sont revenus sur le pacte de responsabilité proposé aux entreprises, un pacte qui prévoit entre autres de mettre fin aux cotisations familiales. Et on a un peu l'impression qu'on met le paquet dans une confiance un peu aveugle à l'endroit des entreprises. J'entends certaines déjà ce matin qui disent on ne fera pas de contrepartie écrite. J'ai dit non, maintenant il va falloir border. Voilà, moi je ne veux pas observer les contreparties. Moi ce que je regarde c'est est-ce que ça peut marcher ou pas. Si j'étais convaincu que la baisse du coût du travail était la solution, je soutiendrais avec vigueur cette politique. Comme je suis convaincu que dans le moment présent et depuis des années l'expérience montre que ce n'est pas la solution, j'exprime mes doutes. Maintenant on est au moins en train de parler du monde réel. Donc de ce point de vue, c'est un progrès. Après, il y a ce qu'il va faire.
et sa capacité de faire. Pour l'instant, je vous dis, on a perdu 2 ans. Alors souhaitons qu'ils se mettent au travail. Voilà, et sachez que Julie Gaillet, à qui l'on prête une liaison avec le président, a décidé de porter plainte contre le journal Closer qui a publié cette information. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Julien Butner. La question sur la fin de vie posée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Les juges doivent se prononcer sur le maintien en vie de Vincent Lambert, un tétraplégique en état de conscience minimale. Ses parents s'opposent à l'euthanasie passive décidée par le corps médical et le reste de sa famille. Interrogée sur le sujet, la ministre de la Santé Marisol Touraine a annoncé qu'un projet de loi sur la fin de vie sera proposé courant 2014. La ministre de la Santé s'est également exprimée sur la mort d'un 4e nourrisson. Un décès survenu en mars 2013 à l'hôpital de Chambéry. Confié au parquet de Marseille, l'enquête doit déterminer le lien entre la mort des nouveau-nés et les poches alimentaires contaminées provenant du laboratoire Marette. Marisol Touraine a demandé aux 16 hôpitaux approvisionnés par le laboratoire de communiquer sur les incidents ou décès de nourrissons. Le maire UMP de Corbeil-Essonnes, proche de Serge Dassault, placé en garde à vue. La police judiciaire de Nanterre interroge Jean-Pierre Bechter sur son implication dans les achats de votes présumés. Cette convocation s'inscrit dans le cadre de l'enquête pour abus de biens sociaux, corruption, blanchiment et achat de votes en marge des élections à Corbeil-Essonnes entre 2008 et 2010. Le taux du livret A finalement maintenu à 1,25%. Le gouvernement a décidé de ne pas suivre les recommandations de la Banque de France qui préconisait un abaissement du taux à 1%. Une décision visant à préserver le pouvoir d'achat de l'épargne populaire selon le ministre de l'économie, Pierre Moscovici. Retour à votre actualité locale avec une idée qui a germé dans la tête de 4 jeunes, concevoir et assembler un ordinateur haut de gamme dans le département du Gard. Oui, c'est possible. Altos est né et se décline déjà en plusieurs modèles. Reportage Olivier Michel. Il est en aluminium brossé, ressemble plus à un cube qu'à une tour et compte bien faire sa place entre les Mac et PC. Lui, c'est Altos, le premier ordinateur haut de gamme conçu et assemblé à Nîmes par 4 amis réunis au sein d'Alta Innovation, une société coopérative. L'idée première, ça a été vraiment de faire un ordinateur différent de ce qui se faisait sur le marché, c'est-à-dire vraiment faire quelque chose qui soit simple d'utilisation pour le client. Donc quand on achète un ordinateur Altos, on sait qu'on aura déjà toute une suite de logiciels open source à l'intérieur qui sont équivalents de certains logiciels qui sont des fois très chers. Donc open source, ça veut dire gratuit et légal. En plus, on peut installer les logiciels en fonction de ce que le client demande et on lui transfère les anciennes données qu'il avait à l'intérieur. Une notion de prestation et de service qui est une des spécificités de la marque. Outre le fait que c'est assemblé ici par nos soins et pas quelque part à Taïwan ou en Chine, c'est aussi le fait que quand un client nous achète un Altos, c'est nous qui le livrons en main propre, c'est nous qui l'installons. Lancé en décembre 2013, la gamme compte 4 modèles qui vont de 600 à 1600 €. Des ordinateurs équipés des dernières innovations comme les capteurs biométriques ou les disques durs SSD. Contrairement à des disques durs avec des ordinateurs d'avant qui étaient d'ancienne génération, on va proposer surtout de la nouvelle génération. Ça va du disque dur en passant par le système de gestion de mémoire et on va également ajouter une touche personnelle pour le système d'exploitation, c'est-à-dire Windows 7 est totalement remanié. Pour donner un ordre d'exemple, nous on va choisir de la mémoire vive pour l'ordinateur qui est garantie à vie. Avec leur look de jeunes premiers et un air décontracté qui n'est pas sans rappeler les petits génies de la Silicon Valley, les 4 Gardois ont vendu en un mois une vingtaine de PC Altos et penchent déjà sur la version 2, annoncée plus colorée et innovante encore. Marseille-Provence 2013, c'est désormais fini. Depuis le 31 décembre, la capitale européenne de la culture est considérée comme une réussite par beaucoup d'observateurs. Et c'est notamment le cas du MUCEM, le musée des civilisations européennes et méditerranéennes a été plébiscité. Marguerite Kioch. C'est un des plus gros succès de l'année européenne de la culture. Le MUCEM a enregistré 1 800 000 visites depuis son ouverture en juin. Mais plus que ces expositions, c'est avant tout l'écrin de béton imaginé par Rudy Ricciotti qui attire, comme ces touristes rencontrés ce matin. C'était plus pour voir le bâtiment lui-même ou pour voir les expositions? Au départ les expos, ouais. Et là ça se transforme en le bâtiment, on se demande si on va aller voir les expos. Ouais, c'est fou, c'est magnifique. Les éléments en béton sont très subtil, très élaboré, c'est très réussi.
Un tiers des visiteurs a pris son billet pour les expositions, soit 600 000 entrées. C'est presque 2 fois plus que les prévisions. Les Marseillais représentent un quart de ces entrées payantes. Un succès largement redevable de l'attrait de la nouveauté. 2014 sera évidemment un peu plus difficile. Inévitablement, la deuxième année après l'ouverture d'un grand équipement culturel, il y a toujours un effet de baisse de curiosité. Puis en plus, nous avons un deuxième handicap qui est que la capitale européenne de la culture étant passée, nous n'aurons pas le même retentissement médiatique. Pour 2014, le MUCEM dispose d'un budget total de 22,9 millions d'euros. Dès le mois de mars, on pourra y admirer des bronzes antiques venus du Maroc ou découvrir la tradition du carnaval autour de la Méditerranée. La programmation sera-t-elle à la hauteur de l'ambition du lieu? Avec un exemple à ne pas suivre, celui du centre Pompidou de Metz. Sa fréquentation a été divisée par 2, 3 ans après son ouverture.